Aujourd'hui, nous examinons une affaire de la seconde moitié du 19e siècle, alors installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Christiana Herrmann venait d'une famille modeste et respectée d'origine allemande, issue d'une communauté allemande bien établie en Pennsylvanie depuis plusieurs générations. Comme leurs voisins, les Herrmann parlaient et allaient aux offices en allemand, tout en préservant le travail acharné et la solidarité communautaire. L'agriculture était essentielle à l'économie locale et de nombreuses familles, dont les Herrmann, vivaient de la terre. Ils se retrouvaient en petits groupes pour des pratiques religieuses et de modestes événements sociaux, comme des soirées de chant. Bien que sa vie n'ait pas suivi un chemin conventionnel, Christiana, née en 1845, était très estimée dans le canton. Elle était la mère de 2 enfants, âgés de 14 et 3 ans tous deux, nés hors mariage. Une situation qui aurait pu isoler certaines femmes à cette époque et en ce lieu. Mais cela n'eut pas cet effet sur mademoiselle Herrmann, qui resta chez ses parents. Dans le secteur le plus paisible de Pigeon Hills, à 16 km au nord-est de Hanovre et 24 de York. Elle participait à la vie communautaire avec une dignité tranquille et était admirée pour sa nature amicale et enjouée. Malgré les exigences strictes de la morale rurale du 19e siècle, elle était jugée honnête et digne de confiance, appréciée de tous. Dans l'après-midi du samedi 7 décembre 1878, Christiana partit de la maison de sa famille, dans le canton de Heidelberg, pour faire des courses dans la ville voisine de Hanovre. Elle acheta des chaussures et d'autres articles. Puis, ses courses finies, rentra chez elle à pied. Il était alors environ 2 heures lorsqu'elle prit le chemin du retour. Elle s'arrêta chez monsieur Rufus Schneider qui habitait à environ 1 km de chez elle. Ce soir-là, un petit groupe se réunissait pour chanter et discuter. Et mademoiselle Herrmann choisit de les rejoindre. Elle resta jusqu'à environ 9 heures, puis elle rassembla ses paquets et partit pour rentrer chez elle. À 10 heures le lendemain matin, monsieur Edward Stuter, qui habitait à Abbottstown, se rendait chez son père qui vivait près de Porter Siding. Alors qu'il parcourait la route étroite, il fut surpris de tomber sur le corps d'une jeune femme allongée directement sur son chemin. Elle gisait face contre terre, immobile, son bonnet et ses paquets éparpillés tout près. L'immobilité de la silhouette et l'endroit isolé le remplirent d'effroi. Il ne savait pas exactement ce qui s'était passé, mais il était évident qu'il s'était produit quelque chose de grave. Ébranlé et alarmé, monsieur Stuter ne s'attarda pas. Il reprit rapidement sa route, non par indifférence, mais pour donner l'alerte. Il se dirigea vers le petit village de Molestown. Et lorsqu'il y arriva, il informa un homme nommé Wiley Gemmell de ce qu'il avait vu. Et ensemble, les 2 hommes retournèrent sur les lieux. À leur arrivée, la scène lugubre les frappa. Wiley Gemmell reconnut aussitôt la femme. En regardant monsieur Stuter, il dit d'une voix tremblante que la femme sur la route était Christiana Herrmann, dont la maison était à quelques centaines de mètres. La police a été appelée et est vite arrivée. La pauvre femme décédée avait été très violemment battue. Sa tête présentait des plaies ouvertes. Sa mâchoire inférieure avait été brisée et son visage était très gravement coupé et meurtri. Les agents ont vu le corps allongé, la tête enfoncée au sol, ce qui leur a suggéré des coups portés. Alors qu'elle était au sol, ils n'ont pu constater aucun signe de lutte ni de résistance visible. À part les blessures à la tête et au visage, son corps ne montrait aucune plaie ni ecchymose. Près d'elle reposait une matraque en bois de châtaignier d'environ 30 cm. Elle était couverte de sang et semblait avoir été fraîchement coupée, soit d'un jeune arbre, soit d'une jeune pousse. En fouillant la zone, les policiers trouvèrent une jeune pousse récemment brisée et supposèrent que la matraque venait de là. Un autre morceau de bois, d'environ 1,20 m de long et également partiellement taché de sang, fut découvert tout près du corps. Alors que la police menait l'enquête et que la nouvelle du terrible meurtre se répandait dans les fermes et villages environnants, les habitants commencèrent à se manifester avec tout ce dont ils pouvaient se souvenir. Un homme, en apprenant où le corps avait été retrouvé, se rappela d'un incident survenu quelques jours plus tôt. Il déclara qu'il conduisait sa charrette sur le même tronçon quand une lourde pièce de bois s'était détachée et était tombée. Il n'y avait pas prêté attention et avait poursuivi sa route, pensant revenir la récupérer plus tard. Mais maintenant, à la lumière de la découverte et de l'usage auquel l'objet avait pu être destiné, ce souvenir prenait une signification plus sombre. La découverte avait bouleversé la paisible communauté. Et afin de tenter de trouver des réponses,
le juge de paix local convoqua un jury pour mener une enquête officielle sur la mort. Le jury s'est rendu sur place et a examiné le corps de Mademoiselle Herman avant d'écouter les rares preuves alors disponibles. Néanmoins, ils ont pu rendre un verdict clair et accablant. Christiana Herman avait été criminellement et malicieusement assassinée par une ou plusieurs personnes inconnues. Après l'enquête, le corps de Mademoiselle Herman fut ramené à la maison familiale à Heidelberg, où des centaines de personnes endeuillées, choquées et en colère s'étaient rassemblées. Le deuil initial se transforma peu à peu, alors que les témoins échangeaient pour comprendre les événements. Bientôt, une rumeur commença à circuler, d'abord prononcée avec prudence, puis répétée avec de plus en plus de certitude. Christiana était enceinte au moment de sa mort. Pour beaucoup, cela changeait tout. Le meurtre était déjà un crime odieux, mais il portait désormais la suggestion d'un secret, d'une trahison et peut-être d'une tentative désespérée de la réduire au silence. Presque immédiatement, les soupçons se sont portés sur Monsieur Ephraim Schneider, un jeune homme qui, au cours des dernières années, avait souvent été vu en compagnie de Christiana. Que les deux étaient en train de se courtiser, ou qu'il ne s'agisse que d'une simple fréquentation, importait peu. À présent, les gens étaient convaincus qu'il avait commis cet acte, et certains juraient haut et fort que s'ils le trouvaient, ils feraient justice eux-mêmes. La foule, cependant, ne parvint pas à localiser M. Ephraim Schneider car il assistait à l'office dans une autre commune, ignorant tous des soupçons qui s'accumulaient autour de lui. Alors que l'inquiétude montait, les docteurs Johnson et Hollinger furent appelés d'Abbottstown pour examiner le corps de Mademoiselle Hermans. Une de leurs principales tâches était de répondre à la rumeur, rapidement répandue, selon laquelle elle était enceinte lors de sa mort. Après la conclusion de l'autopsie, les médecins ont confirmé qu'ils n'avaient trouvé aucune preuve pour étayer l'affirmation selon laquelle Christiana Herman avait été enceinte. Bien que cette conclusion médicale ait été censée dissiper officiellement les soupçons, elle n'a guère apaisé l'humeur du public. Au contraire, une autre rumeur commença à circuler selon laquelle Ephraim Schneider aurait organisé une rencontre avec Mademoiselle Herman dans les bois la nuit de sa mort. Cependant, aucun témoin n'a confirmé cet arrangement, et la police l'a rejeté comme une simple rumeur basée sur des spéculations et des oui-dire. Aucune arrestation n'a été effectuée immédiatement. La seule personne détenue était un homme nommé Alexandre Osborne, un vagabond arrivé à York le lundi et qui parlait librement du meurtre. Il disait qu'il avait travaillé l'été dernier pour Monsieur S. Diller à Hanovre, et il a dit qu'il était allé voir le corps et qu'il était présent à l'enquête. Il y avait de nombreuses incohérences dans sa déclaration, et bien que les autorités l'aient détenu pour un interrogatoire supplémentaire, elles ne l'ont jamais considéré comme un suspect crédible. Le mardi 10 décembre, le shérif adjoint s'est frayé un chemin à travers les routes sinueuses jusqu'à la résidence Herman. À l'intérieur de la modeste maison, le corps de Christiana reposait dans son cercueil. Une foule s'était rassemblée à l'extérieur et il régnait un sentiment indéniable de tristesse partagée. Ceux qui étaient revenus ne l'avaient pas fait, non seulement par respect, mais aussi par besoin de faire leur deuil ensemble et de trouver du réconfort auprès des autres. Lorsque le cercueil fut porté hors de la maison, le cortège se dirigea vers un petit cimetière où un autre groupe de personnes en deuil s'était déjà rassemblé en silence. La cérémonie funéraire était dirigée par le révérend Collard de l'église luthérienne. Et alors que le corps était descendu dans la terre, la communauté restait debout dans le froid, peinant à comprendre ce qui s'était passé. Même si l'enterrement a offert un moment de calme, la tension persistait dans la communauté et chaque échange restait tendu. L'officier Roussat de Gettysburg était en charge de l'enquête et était déterminé à traduire le coupable en justice. De plus en plus d'habitants du comté de York pensaient qu'il ne s'agissait pas d'un crime ordinaire, et cette affaire serait rappelée des années comme celle qui lui coûta la vie et bouleversa profondément la communauté. L'officier Roussat est revenu sur les lieux de la découverte du corps, et y a fait une trouvaille stupéfiante. Une balle de pistolet était logée dans la terre à l'endroit où reposait la tête de Mademoiselle Hermans. Ceci, pensait-il, constituait une preuve concluante qu'elle avait d'abord été abattue, puis brutalement battue à mort, avec une lourde massue, sans doute pour étouffer ses cris. Après, le détective Roussat est allé chez Samuel Moule, où vivait et travaillait Ephraim Schneider, et a fouillé sa chambre. Là, il a trouvé un pistolet à un seul canon, et lorsqu'il a comparé la balle découverte sur les lieux, elle correspondait exactement au canon du pistolet. Il a aussi trouvé des balles dans une boîte à cartouches et du sang sur la doublure d'une poche du pantalon de Monsieur Schneider. Ces découvertes laissaient peu de doute dans l'esprit des enquêteurs.
Ils étaient désormais certains que le meurtre de Mademoiselle Herrmann avait été commis de manière froide et calculée, et qu'il était probable que M. Schneider soit directement impliqué avec ces nouvelles preuves. L'affaire a avancé rapidement, et le procureur Heller a ordonné l'exhumation du corps de Mademoiselle Herrmann. Ainsi, une seconde autopsie, plus approfondie, pouvait être réalisée. Cet examen a confirmé les conclusions des médecins lors de la première autopsie, mais avec un ajout sinistre. Une blessure par balle a été localisée. Elle avait pénétré dans un œil de Mademoiselle Herrmann et était ressortie par l'arrière de sa tête. C'est cette balle qui a ensuite été retrouvée incrustée dans la terre, sous l'endroit où son corps avait reposé. La police pensait désormais qu'après l'avoir brutalement attaquée avec un objet contondant, l'agresseur avait tiré un dernier coup de feu alors qu'elle était au sol pour s'assurer qu'elle était morte. Les dégâts sur son crâne étaient énormes, et les médecins ont affirmé qu'aucun os n'était intact. 8 médecins étaient présents pour assister et participer à la seconde autopsie. Et lorsque les résultats ont été publiés dans la presse, le meurtre, qui était déjà à l'origine d'une vive inquiétude dans le public, a alors suscité une indignation encore plus profonde dans tout le comté. Ephraim Schneider a été arrêté et placé en prison à York en attendant son procès. Le procès d'Ephraim Schneider, débuté le 26 avril 1879, a vivement intéressé tout le comté de York. Hormis les experts médicaux, la majorité des témoins étaient des proches de l'accusé ou du défunt ou avaient assisté à la réunion de chant en décembre. Leurs témoignages ont permis d'établir une chronologie claire et cohérente. Plusieurs des personnes présentes à la réunion de chant ont confirmé leur heure d'arrivée et se sont souvenus des moments où Christiana Herrmann et Ephraim Schneider avaient été vus arrivant et repartant. Leurs récits concordaient, offrant au tribunal une reconstitution détaillée de la soirée. L'affaire contre M. Schneider reposait surtout sur des preuves circonstancielles. Aucun témoin ne l'a vu près de la scène du crime, et rien dans son comportement après la mort de Christiana n'a suscité de soupçons. Il n'y avait ni aveu, ni témoin oculaire, ni mobile clair. Lorsque tous les témoignages eurent été entendus, les avocats présentèrent leur plaidoirie finale. Ash Kane et Ed Ziegler, pour la défense, ont parlé pendant un total combiné de plus de 2h30, pendant que Ash, L. Fisher, représentant l'accusation, s'adressa au jury pendant encore 2 heures. Ensuite, le juge fit le résumé de l'affaire et le jury se retira. À 16h30, pendant les délibérations, un juré remarqua un détail qui avait complètement échappé à l'accusation. Les balles dans la boîte de cartouches attribuée à M. Schneider étaient à bout plat, tandis que les balles retrouvées sur les lieux du meurtre avaient une base concave. Cette seule incohérence, bien que semblant mineure, a jeté le doute sur le lien direct entre les accusés, l'arme et les balles utilisées lors du meurtre. À 18h, le jury était revenu avec son verdict, non coupable. Après cela, un silence est tombé sur la salle avant que M. Schneider ne remercie les jurés, puis quitte la salle avec son avocat. La réaction du public a été mitigée. Certains pensaient que justice avait été rendue, invoquant l'absence de preuves directes. Certains pensaient qu'un meurtrier avait échappé à la justice. Dans les années qui ont suivi, Ephraim Schneider s'est marié et a fondé une famille, un fils, une fille et plus tard 4 petits-enfants. Il a vécu paisiblement et est mort le 30 mars 1933 à 80 ans. Personne d'autre n'a jamais été arrêté ou inculpé pour le meurtre de Christiana Herrmann. Pour le comté de York, cela reste une affaire non résolue qui, avec le temps, s'est discrètement effacée de la mémoire. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.